une critique qu'on entend assez souvent, c'est les footballeurs gagnent trop d'argent pour taper dans le ballon. Bon, De fait, c'est indéniable que les footballeurs gagnent beaucoup d'argent, hein. Quand Mbappé évolue encore au PSG, il était le salarié le mieux payé de France. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils appartiennent qu'ils sont parmi les plus riches de France. En l'occurrence, pour que Mbappé atteigne le niveau de fortune de Bernard Arnault, il faudrait qu'il travaille pendant 750 ans au niveau du salaire qui était le sien quand il était au PSG. Donc, on peut douter qu'il y parvienne. À partir de quand on va reprocher aux joueurs de gagner trop? Et en fait, ça apparaît globalement dans les années 60, ça peut exister avant, mais vraiment dans une moindre mesure, c'est-à-dire à partir du moment où ces jeunes, qui sont, comme je disais, issus du milieu populaire, qui sont souvent issus de l'immigration, se mettent à gagner l'équivalent ou plus qu'un cadre. En gros, tant qu'ils gagnent le salaire d'un contremaître, etc. C'est en gros un peu comme si c'était dans l'ordre des choses finalement. Ils sont à leur place. C'est quand, d'une certaine façon, ils viennent perturber l'ordre social ordinaire que leur salaire devient un problème. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, vous êtes dans le temps additionnel du média. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, le Média TV vous propose ce nouveau format, temps additionnel, des éditos, des chroniques, des interviews pour parler du mondial et des tensions sociales, politiques et géopolitiques sous-jacentes à cette compétition. Et avant de faire le point, j'ai un petit mot à vous faire passer. Le média pourrait disparaître dans les semaines à venir et pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. C'est bientôt. Une première étape a déjà été franchie. Nous avons dépassé le cap des 3 000 nouveaux donateurs mensuels. Nous sommes presque à 5 000 donateurs. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent déjà. Mais la mobilisation doit continuer, car à l'approche de 2027, le média, la seule télé indé de France, doit continuer d'exister. Alors je vous donne rendez-vous sur cap-sur-10cap.lemediatv.fr. C'est parti pour le temps additionnel. C'est pas touché. On voit Zizou. On est en plateau aujourd'hui, je suis avec la wildcard de notre émission, Simon Bobéro. Simon, bonjour. bonjour Cyril. Avec plaisir de te retrouver. Nous sommes En lendemain de défaite, c'est un peu dur, la effectivement, mine grise, mais ça fait très plaisir de revenir ici quand même pour partager ce moment avec toi. effectivement, hier c'était une soirée très particulière parce qu'effectivement on enregistre aujourd'hui à la veille, enfin non, le lendemain pardon, du match France-Espagne. Et voilà, on va continuer quand même à suivre les derniers matchs de cette Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'était un peu douloureux. C'est très décevant, mais c'est comme ça. Ils étaient meilleurs, honnêtement, on n'a rien pu faire. Effectivement. Eh ben, je vous le disais aujourd'hui, on va parler justement de football. C'est l'émission, elle tourne autour de ça en ce moment. On le voit encore plus avec cette Coupe du Monde. Le football est partout, dans les conversations, dans les médias, les réseaux sociaux, la publicité, la politique aussi. Les plus grands joueurs sont devenus des célébrités mondiales, des modèles pour certains, des marques à eux seuls. Et à l'heure où nous enregistrons cette émission, je le disais, la France vient de perdre en demi-finale de la Coupe du Monde à Dallas face à une Espagne impitoyable. Cela a plongé une grande partie des Français dans une tristesse profonde, moi-même et Simon ici présent aussi. Comment expliquer cette place si particulière qu'occupent les footballeurs dans notre société? Pourquoi sont-ils devenus de bien plus simples que des sportifs? C'est à ces questions que s'intéresse notre invité d'aujourd'hui. Dans La valeur du football, le sociologue Manuel Chotet nous montre que la valeur d'un joueur ne se résume ni à son talent ni à ses performances. Elle est le produit d'une histoire, d'un système économique, d'institutions, de médias et de représentation sociale. C'est notre entretien du jour. C'est parti. Bonjour Manuel Chotet, merci d'être avec nous dans Temps additionnel. Bonjour. La première question seulement que j'ai envie de vous poser, je le disais, on a un lendemain de défaite de l'équipe de France de foot. On le voit dans les commentaires aujourd'hui, beaucoup de gens sont tristes de cette défaite, déçus. Et je me demandais, on se demandait, c'est un peu le but de votre ouvrage, pourquoi les footballeurs occupent aujourd'hui une place aussi importante dans nos sociétés contemporaines. Alors, vaste question. Peut-être que pour commencer à y répondre, il faut déjà dire que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est ce qui rend la situation actuelle d'autant plus étonnante, hein. Le football tel qu'on le connaît aujourd'hui se formalise dans l'Angleterre de la deuxième moitié du 19e siècle, arrive en France fin 19e, début 20e, et à ses débuts en France, c'est une pratique tout à fait marginale, secondaire,
Et donc, il y a quelque chose de tout à fait fascinant de voir comment cette pratique, voilà, qui est une pratique vraiment, comme je le disais, tout à fait marginale, il y a un peu plus d'un siècle, eh bien, peut occuper la place qui est aujourd'hui la sienne. Et de ce point de vue-là, en fait, il faut chercher les raisons ailleurs que dans le football lui-même. C'est pas le jeu en lui-même qui est au principe de son propre succès. Et une des manières de le démontrer, c'est que, bah, il y a certains pays dans lesquels le football reste un sport secondaire, tout à fait secondaire. C'est certes le sport aujourd'hui qui a le rayonnement international le plus grand, mais il y a des sports, des pays comme l'Inde, le Pakistan, etc., même l'Amérique du Nord, où c'est un sport tout à fait secondaire. Et donc, l'idée, c'est que c'est bien un produit historique. Il y a eu des conditions socio-historiques qui, dans certains pays, ont contribué à ce que cette pratique mineure, secondaire, devienne aujourd'hui le sport numéro un, et même au-delà de ça, sans doute la pratique culturelle au sens large numéro un, si on regarde l'argent qu'elle draine, l'attention qu'elle suscite. Hein, j'ai pas vu les chiffres d'audience d'hier, mais en tout cas pour la France, mais j'ai vu qu'en Espagne, ça avait été une audience record, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait étonnant et qui m'a vraiment donné envie d'étudier ce cas. En France, justement, à quelle période on peut dater justement ce basculement? J'ai le sentiment, moi, de loin un peu, que 1998 a été la vraie bascule, mais est-ce que c'est passé avant? Alors, c'est toujours difficile de dater une bascule exacte. En fait, c'est plutôt là, en gros, un processus assez incrémental. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, le football était un sport déjà important. Il devient professionnel dans les années 30, mais c'est un sport qui, en termes de argent qu'il draine, d'attention qu'il suscite, de nombre de journaux qu'il fait vendre, est loin derrière à l'époque du cyclisme et de la boxe. Et il devient le sport numéro un en France, en termes notamment si on regarde les tirages de l'équipe. Quand est-ce que les tirages de l'équipe sont les plus élevés? Jusqu'en dans les années 60, c'est encore le Tour de France qui suscite les tirages les plus élevés. Et globalement, c'est à partir des années 80, on peut dire globalement, que le football devient le sport numéro un. Avant les années 80, c'est un sport qui est relativement peu télédiffusé. On a du mal à s'imaginer ça, mais dans les années 70, le football est moins télédiffusé que le cyclisme, que le tennis, que le rugby. Et donc, voilà, les années 80, ça commence à devenir le sport numéro un. Et effectivement, il y a aussi la Coupe du Monde 98, organisée en France avec une victoire de l'équipe de France qui contribue à renforcer un chemin qui était déjà à l'œuvre. Oui, c'est vrai, vous le dites aussi très bien dans le livre, en dehors de la France, en Italie par exemple, l'Italie championne du monde lors enfin, 1934, si mes souvenirs sont bons, ça fera pas la une du journal italien de sport de référence. On va s'attarder plus justement sur d'autres sports, donc il y a une vraie évolution et c'est un peu partout pareil. Exactement, dans les années 30, l'équipe d'Italie gagne une Coupe du Monde de football qui est organisée en Italie. Et le lendemain, la presse sportive ne fait pas sa une sur cet événement sportif-là, mais sur le Giro, hein, donc le Tour d'Italie cycliste. Donc on voit bien ici dans la hiérarchie des sports que le cyclisme était largement devant le football, ce qui paraît aujourd'hui tout à fait invraisemblable. Hein. En Ouais. Italie, bien sûr que aujourd'hui le football est l'incontestable sport numéro un, quand bien même l'Italie ne participe pas à la Coupe du Monde. Dans la presse sportive italienne, la Coupe du Monde était mise en avant, mais c'est le cas bien au-delà de ces pays, hein, c'est le cas dans une très large partie de l'Europe, c'est le cas en Amérique du Sud, c'est le cas aussi en Afrique, où le football est devenu le sport numéro un. Mais justement, aujourd'hui, c'est devenu le sport numéro un et même les footballeurs en tant que personne, on a une certaine fascination pour eux. Qu'est-ce que ça te dit de notre époque, de nos valeurs, de nos rêves, de nos ambitions? Oh, oui, ouais, c'est aussi ça, la deuxième source d'étonnement en fait. C'est la première, c'est d'une part le succès du football, et après c'est le succès des footballeurs. Alors on peut dire ça va de soi, mais c'est pas si évident. Il s'avère que il y a quelque chose de tout à fait particulier dans le cas du football et qui m'a vraiment donné envie de l'étudier, c'est que ce domaine voit briller des individus qui partout ailleurs sont dominés dans la compétition sociale. C'est des jeunes très majoritairement issus de milieux populaires ou de petites classes moyennes, issus de l'immigration, donc entre guillemets, pas des très bons candidats à la réussite sociale, hein, au regard de ce que sont les règles de la réussite sociale dans un pays comme la France. Et par ailleurs, c'est aussi des individus qui sont tout à fait dominés dans la chaîne de commandement des clubs. En l'occurrence, les joueurs, on peut dire, c'est des ouvriers. En tout cas, c'est des travailleurs, c'est des salariés d'exécution, qui sont sous la direction d'entraîneurs, dont on pourrait dire c'est un peu les contremaîtres, qui sont eux-mêmes sous la direction des dirigeants, des patrons, des propriétaires des clubs. Et on observe une inversion de ce qui se passe ailleurs,
à savoir que ce sont les salariés d'exécution qui sont mis en avant, qui sont les plus visibles, qui sont considérés comme étant au principe du succès de l'équipe, mais aussi, et ça c'est aussi très atypique, qui sont mieux payés, en tout cas pour une partie d'entre eux, que leurs donneurs d'ordre. En fait, dans chaque club de Ligue 1, il y a au moins un joueur qui gagne plus que son entraîneur, qui est pourtant son donneur d'ordre. Et donc voilà, les joueurs sont mis en avant, donc c'est vraiment un cas qui est tout à fait étonnant, enfin des salariés d'exécution qui sont mis en avant. Et deuxième particularité, c'est que là je parle les joueurs comme si c'était tous semblables, tous génériques, enfin des joueurs génériques. Or, ce qu'on repère, c'est une très forte différenciation entre des joueurs vedettes qui accaparent l'essentiel de l'attention et des profits économiques, et d'autres qui font, de sa façon, office de faire valoir. Pour qu'un championnat de Ligue 1 ait lieu, il faut, je sais pas, au moins 500 joueurs professionnels. Et à défaut de ces 500 joueurs professionnels, le championnat ne peut pas avoir lieu. Et pourtant, Dembélé va être beaucoup plus visible que un latéral, un arrière latéral d'une équipe qui joue le maintien ou qui cherche à éviter la relégation. Donc, ce qui est aussi étonnant, c'est l'extrême disparité qu'on observe dans ce sport. Alors même que l'ensemble des travailleurs finalement s'entraînent à peu près autant les uns que les autres, ont un emploi du temps de travail qui est à peu près le même. Voilà, il y a un match tous les week-ends, ou parfois aussi un dans la semaine, mais il y a entraînement tous les jours, etc. Eh bien, en dépit de cette communauté de situation, il y a une très forte disparité de revenus qui, là aussi, on retrouve très peu dans d'autres univers. Et donc, pour répondre à notre question, qu'est-ce que ça nous dit de la société? Ben, ici, on voit à l'œuvre un univers dans lequel extrêmement inégalitaire, où, au nom du mérite, on considère normal, voire même souhaitable, que certains accaparent une beaucoup plus large partie du magot que d'autres. Et comment justement on l'explique ça, que certains joueurs, vous venez de le dire, deviennent des stars, hein, c'est eux qu'on Oui. met en avant, alors que d'autres, tout aussi performants, restent méconnus. Oui, alors dans le livre, j'essaie justement de documenter cela et montrer comment historiquement ça n'allait pas de soi qu'on mette en avant des joueurs individuels. Par exemple, dans les années 1910, il y a un dirigeant très célèbre de l'époque qui s'offusque du fait que dans les comptes rendus journalistiques, on nomme des joueurs. Lui, il dit, il faudrait pas dire Mbappé, Dembélé, Olysée, etc. Il faudrait dire l'équipe de France. Ou voilà. Donc, en gros, que c'est un sport collectif. Donc, l'idée même qu'on puisse attribuer certaines actions à des individus singuliers ne fait pas sens pour lui, en fait. Donc, quelqu'un qui défend une définition très collective du jeu. Alors, on voit bien que dans la lutte qui oppose ceux qui défendent une lecture collective du jeu et une lecture centrée sur des individus, c'est plutôt le second versant qui l'emporte. Et donc, dans le livre, c'est de documenter tous les leviers qui participent de cette individualisation. Donc, certains sont très anciens, c'est les numéros dans le dos des joueurs, puis leur nom derrière. Puis, progressivement, d'autres dispositifs, ça va être un dispositif journalistique qui est la note attribuée à un joueur à l'issue du match, qui est un dispositif quand même relativement récent, mais qui contribue finalement à donner un peu à pondérer finalement la contribution personnelle à l'œuvre collective. Après, il y a les récompenses individuelles, etc. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs qui contribuent à individualiser le jeu. C'est aussi le commentaire sportif. Et de ce point de vue-là, il a pu être mis en évidence que dans la manière même de télédiffuser les matchs, il y a une évolution historique avec, dans les années 60, on privilégie le plan large, avec l'idée que ce qui est important, c'est que les téléspectateurs et téléspectatrices voient tous les joueurs. Aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus on a un montage du match qui va être haché et de plus en plus focalisé sur des individus, des actions individuelles. Et donc, on voit ici comment c'est toute une série de dispositifs qui contribuent à finalement à atomiser le jeu et à en faire finalement d'une équipe une somme d'individus plus qu'un collectif intégré. Justement, vous le dites, donc finalement, la valeur d'un joueur, c'est une construction sociale, et c'est qui fabrique ça? C'est plutôt, vous venez d'expliquer plus ou moins, mais c'est les clubs, c'est les agents, c'est aussi les médias, c'est les sponsors, les supporters même, qui fabriquent cette valeur-là pour que le joueur, tout d'un coup, devienne l'icône d'un club, voire d'un pays? Alors, moi, le parti pris que je défends dans le livre, c'est surtout, je me centre pas sur un joueur donné. Vous voyez, j'ai pas Oui, appelé le livre la valeur de Mbappé ou la valeur de bien sûr. Messi, mais la valeur du footballeur. Donc, c'est de mettre en avant, essayer de comprendre ce qui va être au principe de l'extrême importance qu'on va accorder à la compétence footballistique.
Dans l'absolu, on peut dire que des balles au pied, ça vaut rien. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, ça ne valait rien. Qu'est-ce qui fait que cette capacité va aujourd'hui valoir autant pour ceux, et beaucoup moins pour celles, qui, on pourra y revenir, qui la possèdent. Et de fait, pour comprendre ça, bah, il faut pas regarder seulement les joueurs, mais tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à l'existence du spectacle footballistique. Donc, ça inclut d'une part bah, les présidents de clubs. Qu'est-ce qui fait que ces présidents de club investissent autant dans la masse salariale? Souvent, ces présidents de club sont patrons par ailleurs et dans leurs autres entreprises, ils payent beaucoup moins leurs salariés. Qu'est-ce qui fait que dans cet univers-là, ces patrons payent autant leurs salariés? C'est les médias, je l'ai aussi déjà un petit peu évoqué. C'est aussi on peut dire les pouvoirs publics qui ont intérêt, d'une certaine façon, à parler du football, en bien ou en mal, mais qu'on parle en bien ou en mal du football, on parle du football et on contribue à en faire quelque chose d'important, d'éminent. Bref, moi, mon but, c'est de comprendre la configuration d'ensemble qui contribue à mettre le football sur le devant de la scène et en particulier, donc, et par ce biais, pardon, commence à contribuer à mettre certains joueurs en avant. Vous venez juste d'évoquer rapidement les femmes qui font du foot, les footballeuses. La différence, elle est flagrante, hein, on le voit, on le sait. Et est-ce que cette différence, elle n'est pas aussi liée à ce que ça rapporte pour les entreprises, pour les fameux, les dirigeants? Peut-être qu'un footballeur apportera un peu plus d'argent. Au final, les retombées économiques seront plus importantes que pour du football féminin. Ou est-ce que ça se joue ailleurs? Bah, moi, je dirais qu'on inverse un peu la relation, en fait. En gros, pourquoi le football rapporte autant? Parce qu'on y a beaucoup investi. On y a beaucoup investi économiquement, on y a aussi beaucoup investi symboliquement. Euh, mais quand je dis qu'on a beaucoup investi en football, c'est dans le football masculin. De fait, il y a beaucoup moins d'investissement de toute nature du côté du football féminin. Et donc, de fait, ça fait circuler moins d'attention et moins d'argent. Et donc, ça contribue à ce que moins d'argent profite, aille du côté des joueuses. Donc, c'est pas la pratique en elle-même qui contribue à ce qui est moins d'argent, mais c'est l'attention différentielle qu'on accorde au football masculin ou féminin qui contribue à ce que les flux d'attention et d'argent qui circulent dans un cas ou dans l'autre soient très différents, très très inégaux. Et là aussi, une différence, enfin une particularité du sport en général et du football en particulier, c'est le niveau de concentration de l'attention et des gains économiques sur les hommes qui atteint des proportions qui sont très différentes de celles qui existent dans d'autres univers du monde social. Et justement, il y a une critique qu'on entend assez souvent, c'est les footballeurs gagnent trop d'argent pour taper dans le ballon. Bon, hors du côté réducteur Oui. pour le football, est-ce que c'est normal pour vous qu'on dise ça ou est-ce que c'est pas normal aussi d'être choqué un petit peu par les sommes, mais en même temps par rapport à un artiste ou même un grand patron, les sommes sont pas forcément très différentes. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Alors, de fait, c'est indéniable que les footballeurs gagnent beaucoup d'argent, hein. Quand Mbappé évolue encore au PSG, il était le salarié le mieux payé de France. Des enquêtes INSEE montrent quand on regarde qui sont les 100 salariés les mieux payés en France, eh bien, sur ces 100 salariés, il y a sur les années entre 20 et 25 sportifs et qui sont très, très majoritairement des footballeurs. Donc, de fait, les footballeurs appartiennent aux élites salariales. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils appartiennent qui sont parmi les plus riches de France. En l'occurrence, je m'étais amusé à calculer que pour que Mbappé atteigne le niveau de fortune de Bernard Arnault, il faudrait qu'il travaille pendant 750 ans au niveau du salaire qui était le sien quand il était au PSG. On peut douter qu'il y parvienne. Donc, c'est une manière de dire que la richesse liée au travail est toujours moindre que la richesse accumulée via le capital. Donc, néanmoins, si on reste sur la question du salaire, effectivement, les footballeurs sont parmi les salariés les mieux payés, hein, et c'est le cas dans tous les grands pays européens. Ce qui m'a amusé, moi, quand je faisais l'enquête qui sous-tend le livre, c'est de regarder à partir de quand, finalement, arrive ce procès, finalement, à partir de quand on va reprocher aux joueurs de gagner trop. Et en fait, ça apparaît globalement dans les années 60, ça peut exister avant, mais vraiment dans une moindre mesure, c'est-à-dire à partir du moment où ces jeunes, qui sont, comme je disais, issus du milieu populaire, qui sont souvent issus de l'immigration, se mettent à gagner l'équivalent ou plus qu'un cadre. En gros, tant qu'ils gagnent le salaire
d'un contremaître, etc. C'est en gros un peu comme si c'était dans l'ordre des choses finalement. Ils sont à leur place. C'est quand, d'une certaine façon, ils viennent perturber l'ordre social ordinaire que leur salaire devient un problème. Et un autre élément, à partir de quand la question du salaire est érigée en problème, c'est quand les joueurs perdent. Tant qu'ils gagnent, finalement, on voit assez peu de critiques surgir sur les salaires. C'est un argument qui surgit généralement à l'occasion des fêtes avec l'idée, voilà, si c'est pour faire ça, ça vaut pas la peine, ça. On aimerait revenir encore justement sur la défaite de la France hier. Oui. Tout de suite après le match, on a vu certains politiques réagir et critiquer l'attitude ou les valeurs des joueurs. Je pense notamment au député RN Julien Audoul qui a reproché aux joueurs de l'équipe de France de ne pas avoir été assez soudés et de ne pas avoir de valeur morale. Pourquoi la défaite de l'équipe de France devient-elle toujours un débat politique sur l'identité et même l'intégration? Oui, alors, que ça soit victoire ou défaite, l'équipe de France cristallise des enjeux et va faire l'objet de réappropriation politique. On l'avait vu en 98. Voilà, cette équipe qui devient le symbole de l'intégration à la française, Black Blamber, etc., etc. 12 ans plus tard, avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui se termine comme on le sait, globalement, les joueurs sont les mêmes structurellement. Enfin, c'est pas les mêmes individus, mais globalement, à une ou deux exceptions près, hein, il y a que quelques joueurs qui ont fait ces Coupes du Monde-là. Eh bien, en fait, vont faire l'objet d'un traitement tout à fait différent. Ce qui m'intéresse, moi, dans le cas du football et du sport en général, c'est que finalement, euh, on a affaire à un spectacle visible par le plus grand nombre, dans lequel les individus ne parlent pas. Et finalement, on parle pour eux. On projette sur eux ce qu'on a envie d'y voir. Et quand quelqu'un parle de l'équipe de France, eh bien finalement, on en apprend beaucoup plus sur lui que sur la réalité qu'il prétend décrire. Et donc, bah, c'est pas très étonnant finalement que un député RN, eh bien, ait les propos qui sont ceux que vous avez évoqués quand l'équipe de France perd, puisque bah, pour lui, c'est de toute façon une occasion rêvée pour montrer que voilà, bah, les jeunes issus de l'immigration n'ont pas l'amour de la patrie, etc., etc. Et on pourrait dire la même chose quand ça gagne. Bah, ceux qui croient davantage en l'idée que l'immigration est quelque chose de positif pour le pays vont aussi finalement se servir du succès de l'équipe pour promouvoir leur cause. Donc là, ce qui est vraiment intéressant dans le cas du football, c'est que euh, c'est une pratique jugée apolitique, et c'est précisément cette apolitisme qui facilite l'appropriation politique. C'est l'apolitisation, enfin, la non-politisation préalable qui rend possible son exploitation politique. Ces footballeurs sont devenus des modèles hein, pour des millions de jeunes aujourd'hui. Quelles conséquences cela a sur la société, sur leur rôle dans cette société? Et surtout, vous venez de le dire, on leur demande d'être finalement plus que de bons sportifs. Tout à fait. Là, faut pas perdre de vue que voilà, ce sont des jeunes gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études, qui ont parfois eu des trajectoires un petit peu compliquées, qui se retrouvent dans une situation. euh, alors, ça peut paraître un petit peu indécent de le dire comme ça, mais c'est pas si simple en fait que du jour au lendemain, pour certains d'entre eux, de devenir millionnaires, euh, qui se retrouvent sur le devant de la scène, etc., deviennent des célébrités. Bref, c'est pas si simple pour eux et on leur demande finalement, ils n'ont pas le droit de faire les conneries que d'autres jeunes peuvent faire et même souvent on peut juger souhaitable que la jeunesse, il faut que jeunesse se passe en fait l'idée. Donc là, on ne permet pas forcément à ces jeunes que jeunesse se passe pour eux. On leur demande d'être exemplaires, mais là aussi c'est encore lié à une certaine vision de ce qu'est le sport, de ce qui devrait être le sport, et particulièrement dans un pays comme la France où historiquement, les pouvoirs publics se sont intéressés au sport en tant qu'il allait être un levier sanitaire, voilà, pour le dire vite, mais aussi un levier éducatif. On prête des valeurs éducatives au sport en général et au football en particulier. Et de ce point de vue-là, il est attendu que les plus éminents joueurs, eh bien, incarnent des formes d'excellence morale, soient exemplaires pour, et notamment au regard de l'image qu'ils renvoient pour les plus jeunes. Et justement, comment les footballeurs aujourd'hui peuvent se servir de l'image qu'ils ont, aussi bien pour pouvoir être
entre guillemets, mieux payés pour faire en sorte que leur rapporte un peu plus. Comment ça se joue dans le livre, ce que vous essayez d'expliquer? Parce qu'il y a certains joueurs qui vont dire, oui, moi je suis le joueur le mieux payé du monde, ils vont s'enorgueillir de ça, et pourtant, parfois, ça va leur être reproché, ou on va les montrer comme soit de mauvaises personnes, plus ou moins. Oui. Alors, c'est clair que le salaire ou le montant du transfert qui sous-tend l'arrivée d'un joueur dans un club est un indicateur finalement de l'importance reconnue aux joueurs. Dans le livre, j'ai un sous-titre qui reprend une phrase de Cristiano Ronaldo quand il arrive au Real, et il dit: «Je suis fier d'être le joueur le plus cher du monde». Avec l'idée qu'à travers ça, il s'agit de manifester que si c'est lui qu'on paie le plus cher, c'est sans doute que c'est lui le meilleur, en fait. C'est ça. Donc, à travers ça se jouent des enjeux finalement de reconnaissance. Puisque, alors certes, il se joue des enjeux tout à fait matériels, hein. J'imagine que Cristiano Ronaldo préfère avoir plus d'argent dans son porte-monnaie qu'un peu moins, mais il se joue pas que ça en fait. C'est aussi des enjeux symboliques à travers ça de manifester qu'on est le leader de l'équipe, puisque c'est difficile pour un entraîneur qui est largement moins payé et largement moins suivi sur les réseaux, etc., de mettre sur le banc de touche un joueur aussi bien payé et aussi reconnu. Donc ça joue dans le vestiaire, mais aussi au-delà, dans la concurrence internationale entre tous les joueurs, une forme de positionnement. L'idée que il est difficile finalement de savoir qui est exactement le meilleur joueur du monde. Chacun finalement peut avoir son avis. Et un des leviers pour se hiérarchiser entre joueurs, ça peut être celui-là. Donc, à travers le salaire, ne se joue pas que des questions strictement matérielles, mais aussi des enjeux de reconnaissance symbolique. Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont aussi changé la manière dont on construit la valeur des joueurs? C'est une bonne question. Alors, moi, j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, parce qu'encore une fois, l'enjeu, moi, c'est de comprendre comment une compétence donnée, hein, l'habileté balle au pied, contribue à conférer de l'importance à celui qui la possède. Donc, j'étudie pas comment un joueur lambda va avoir plus de valeur que un autre joueur. J'essaie d'identifier les grandes dimensions structurelles qui président à la valeur des footballeurs et quand je traite des différences entre footballeurs, j'essaie de relier ça à des grandes dimensions, là aussi structurelles. Par exemple, le fait que les attaquants sont notoirement mieux payés et plus reconnus que les défenseurs, etc., etc. Euh, sur la question des réseaux sociaux, alors c'est sûr qu'on a quelques cas historiquement célèbres de joueurs euh, dont l'importance sur le terrain semblait pour partie liée à l'importance qu'il pouvait avoir ailleurs que sur le terrain. Le cas historique, c'est David Beckham. Il y a sans doute encore quelques cas comme ça aujourd'hui. Néanmoins, c'est quand même un univers dans lequel la vérité du terrain assez imparable. Voilà. Alors, l'exception peut-être de cela, c'est Cristiano Ronaldo. Et là, on a vu à travers les affaires qui ont entouré l'équipe du Portugal, qui, au regard de la notoriété qui est la sienne, du palmarès qui est le sien et du niveau de salaire qui est le sien, eh bien, est intouchable, alors même que visiblement sa présence dans l'équipe du Portugal faisait question, et certains ont pu se poser la question, est-ce qu'il n'était pas plus un poids qu'un atout pour l'équipe? Donc ici, on voit bien comment des éléments finalement extrasportifs, ou en tout cas extérieurs à la vérité du moment sur le terrain, pèsent sur le terrain, et en l'occurrence sur les chances qu'il avait de pouvoir jouer. Le football est aujourd'hui une industrie mondialisée. Est-ce que sans cette mondialisation, les footballeurs auraient acquis une telle place en fait dans notre imaginaire collectif? Euh, je pense que en fait l'importance des footballeurs est bien antérieure finalement à cette internationalisation du football au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire Oui. des joueurs qui circulent dans tous les pays, etc., etc. Si on prend typiquement le cas de l'Angleterre, l'importance conférée aux footballeurs est très très antérieure à l'internationalisation du marché du travail footballistique. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu des phases, pendant les années 30, le football était plus internationalisé qu'il l'a été ensuite, puis il le redevient, mais tendanciellement, on peut dire que, voilà, début 20e, il était moins internationalisé qu'il peut l'être aujourd'hui, et ça n'empêchait pas, dès le début 20e, d'avoir des vedettes du football en Angleterre, d'en faire des personnages éminents. Du temps de Pelé, du temps de George Best, etc., le football était moins internationalisé qu'il était aujourd'hui, et pourtant, voilà, ce sont des noms dont on se souvient encore aujourd'hui à l'échelle planétaire. Donc, le marché du travail pouvait être beaucoup,
beaucoup moins internationalisé qu'il est aujourd'hui, et pour autant, il y avait déjà une très forte visibilité des joueurs au plan international. Le football est souvent présenté aussi comme un ascenseur social. Et est-ce que c'est encore une réalité ou plutôt un mythe entretenu par quelques trajectoires exceptionnelles? Alors, pour ceux qui réussissent, c'est clairement un ascenseur social. Comme je le disais, hein, les joueurs sont très majoritairement issus de petites classes moyennes, enfin classe populaire ou petite classe moyenne. Donc, pour ceux qui parviennent au plus haut niveau, pas une situation, voilà, de classe populaire à possiblement millionnaire. Bon, voilà, là, il y a une ascension sociale indéniable. Et un de mes collègues, Frédéric Razera, qualifie sociologiquement les footballeurs, il les définit comme étant des classes populaires argentées. En fait, à savoir, enfin, il prend des footballeurs professionnels, bien sûr, à savoir que, voilà, c'est une ascension par la réussite sportive et par le capital économique, qui va pas de pair avec des diplômes, etc., etc. Donc, pour ces joueurs, ascension sociale indéniable. Même pour une autre fraction de joueurs, beaucoup moins visible, ça peut être aussi vecteur d'ascension sociale. Il faut pas se dire qu'il n'y a ascension sociale que pour ceux qui jouent en équipe de France ou que pour ceux qui jouent même en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il y a des divisions inférieures qui ne sont pas officiellement professionnelles, mais dans lesquelles les joueurs gagnent tout ou partie de leurs revenus de la pratique du football. Et ceci, on peut dire, jusqu'au cinquième échelon environ. Donc, il y a des possibilités d'ascension sociale, voilà, non négligeables. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que c'est comme le loto, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont tenté leur chance que de gens qui gagnent au final. Et du coup, se pose la question de ceux qui ont possiblement, si ce n'est tout sacrifié, en tout cas beaucoup investi dans la pratique du football et qui au final n'en retirent pas les profits avéré. Et en l'occurrence, pour avoir une chance de percer au plus haut niveau, il faut globalement entrer en sport-études ou dans un centre de formation au plus tard vers 14-15 ans, ce qui signifie, alors certes, là, il y a encore une scolarité, mais une scolarité qui est quand même reléguée par rapport à l'enjeu footballistique. Donc, il faut à 14-15 ans faire le pari que ça va réussir, et dans certains cas, ça réussit. Et un cas célèbre, c'est par exemple Antoine Griezmann, hein, que les parents envoient dans un club espagnol. Hein, voilà, lui, il est à Mâcon, voilà, à des centaines de kilomètres, dans l'espoir que ça réussisse. Mais de fait, pour de nombreux joueurs, ça ne réussit pas aussi bien. On manque d'enquête là-dessus. Il y aurait vraiment une enquête systématique à faire là-dessus. Euh, il y a eu des enquêtes un peu similaires aux États-Unis, alors pas sur le football puisque c'est un sport secondaire là-bas, mais pour se poser la question, est-ce que donc le travail auquel je pense, c'est un peu ancien, il date des années 90, autour de la figure de Michael Jordan. Et en gros, est-ce que Michael Jordan est un bon exemple pour les jeunes Afro-Américains? Et un auteur dit que bah non, en fait, c'est pas du tout un bon exemple. Non pas, il dit pas ça sur des valeurs morales, hein, c'est pas ça sa question. Mais parce que il dit, d'une part, ça contribue à entériner que les seules voies de mobilité sociale possibles pour les jeunes afro-américains, eh bien, c'est le sport. Et donc, ça contribue à entériner l'idée que enfin, ils peuvent pas réussir ailleurs. Et deuxième idée qu'il développe et qu'il démontre, hein, c'est que il y a une énorme casse sociale, puisque pour un Michael Jordan et pour des dizaines ou des centaines de joueurs professionnels, il y a des milliers de joueurs qui ont tout sacrifié à une hypothétique carrière de basketball, de joueur de basket, et qui au final se retrouvent, si ce n'est sans rien, en tout cas très loin de ce qu'ils espéraient. On s'approche de la fin de notre entretien, fort intéressant. Justement, pourquoi le foot, en fait, le football, plus que le rugby, le tennis ou l'athlétisme, produit des figures aussi importante et puissante socialement. Quand on pense à Kylian Mbappé aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui c'est une figure majeure du sport français, même de la société française. Quand Macron fait des dîners officiels, il a besoin parfois, il y a eu quelques années de ça, que Kylian Mbappé soit là lorsqu'il avait reçu des gens du Qatar. Pourquoi c'est le foot et pas dans les autres sports? Oui, alors de fait, pour aller dans votre sens, effectivement, Mbappé est sans doute le Français le plus connu au monde, et sans doute davantage que peut l'être l'actuel président de la République. Hein. On disait la même chose dans les années 80 entre Mitterrand et Platini. On peut pas vraiment le démontrer, mais une manière de le démontrer en creux, c'est qui connaît le nom du Premier ministre portugais? Pas grand monde. Alors, le dirigeant argentin maintenant est connu, mais il n'est pas forcément toujours connu, alors que Messi et Cristiano Ronaldo sont connus dans le monde entier. Donc, je suis tout à fait dans votre sens. Alors,
Pourquoi eux? En fait, c'est lié à la place qu'a pris le football. En fait, c'est vraiment ce sport étant devenu l'incontestable sport numéro un et en plus se structurant sur la base de la mise en avant de vedettes, eh bien, toutes les conditions se réunissent pour que les joueurs les plus en vue soient extrêmement visibles, extrêmement célèbres, euh, beaucoup plus que dans d'autres sports. Si on prend le cas du rugby, c'est un sport qui a un succès moindre, même s'il est tout à fait réel, et d'autre part, qui est moins sous-tendu par cette logique de la mise en avant de certains individus. Donc les deux effets conjugués font que Antoine Dupont, qui est certes visible, l'est néanmoins beaucoup moins que Mbappé. Alors même qu'on peut dire qu'ils sont structurellement équivalents. Je rappelle votre livre La valeur du footballeur Manuel Chotet. Je conseille à tout le monde de lire. Honnêtement, on apprend beaucoup de choses et c'est surtout un regard un peu différent qu'on peut avoir sur le football aujourd'hui. J'apprécie la couverture, je sais pas, elle est peut-être pas de vous, mais c'est une très belle couverture avec Diego Armando Maradona de dos, entouré de photographes et de journalistes. La valeur du footballeur. Merci beaucoup Manuel Chotet d'avoir été avec nous. Vous êtes sociologue, prof universitaire à l'université de Lille, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est bien ça, parfait. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était un nouveau numéro de temps additionnel. Simon, ça a été? Ça s'est bien passé? Toujours un plaisir. Plaisir. On espère te revoir une prochaine wildcard pour toi prochainement. On se rapproche tout doucement de la fin de cette Coupe du Monde qui nous aura fait vivre beaucoup d'émotions. On en a parlé tout à l'heure. On a érigé peut-être beaucoup de footballeurs au rang de héros. D'autres s'en servent à des fins politiques. Nous, on s'en est servi peut-être à des fins pour faire une belle émission autour du sport. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée sur les programmes du Média. Et n'oubliez pas de nous soutenir en allant sur cap-sur-dica.lemediatv.fr.